pense que les relations clients-agents, c'est un peu comme les mariages au Québec. Il y en a qui vont bien, il y en a une couple qui devrait se divorcer, mais il y en a vraiment beaucoup qui devraient consulter. Le parallèle est facile à faire avec les relations amoureuses. Puis en quelque part, on le fait probablement parce que faut jamais oublier qu'à la base, c'est deux humains qui se parlent, puis on a tendance à idéaliser c'est quoi une relation. Il faut aussi comprendre les forces et les faiblesses de l'autre, puis pouvoir se compléter là-dedans, parce que chacun a comme ses spécialités aussi, je veux pas. Malheureusement, comme on est humain, on veut quand même présenter de l'innovation à chaque fois. Mais à un moment donné, on commence à connaître notre client. Puis là, on sait que ça, il va dire non de toute façon. Fait qu'on le présente pas. Puis on devient dans la relation où on devient moins innovateur parce qu'on sait qu'il ne tolérera pas le risque. Fait qu'on revient à la base. On s'auto-censure, exactement. Non, c'est vrai, parce que qui se choquerait d'un client qui a plusieurs agences? Mais combien de clients vont sauter leur coche si on fait affaire avec un de leurs compétiteurs? C'est juste accepté. Bien, ça dépend aussi comment tu le vois, parce que souvent, quand tu as, par exemple, un client dans le même secteur d'activité, c'est clair que l'autre client, ton client va dire il va capoter là, parce que tu as un compétiteur à qui tu fais de la job. Mais quand tu en as 3, 4 dans le même, tu es l'expert. Tu es le super expert de ce domaine-là, on te veut. Fait que, ça marche d'autre côté également. Fait que je pense que aussi l'agence, on a comme le rôle de... On dit que les CMO deviennent proches des CTO. Ouais, mais là, tu sais, le CTO, lui, a son agence plus technique, web. Là, t'as le CMO qui avait son agence de planif, création. Puis là, comment tu essaies de merger tout ça? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pièces de puzzle qui bougent, puis on n'a pas réussi à comme cristalliser tout ça au milieu. Ouais. La pub, justement, on dirait que parce que les gens pensent que c'est une business d'idées, même l'idée, ça peut venir de n'importe où. Donc, je pense que c'est ça qui joue un peu dans la perception de peut-être que c'est pas autant... C'est parce qu'il y a moins de tangible. Les clients veulent qu'on soit intelligent, mais quand on est super intelligent, c'est pas rentable pour nous. Non, exactement. Parce que, puis c'est vrai, puis je me suis mis à y penser, puis c'est vrai que les mots que les clients veulent qu'on fasse, qui sont les quick wins pas chers, ben ils vont nous dire, ben t'as travaillé tant d'heures dessus, je vais te payer tant d'heures. Ouais, mais je viens de te faire sauver tant de dizaines ou centaines d'heures. C'est ça, parce que en fait, je peux avoir la meilleure idée du monde sur une napkin, mais pour la backer, pour que tu me payes, il faut que je te dise que j'ai passé 2 semaines dessus. Mais je peux aussi passer 2 semaines puis pas avoir d'idée. Tu sais, il y a comme cet équilibre-là ça revient à dire que c'est l'output qu'on paye. Mais une idée, c'est beaucoup dans l'inconscient, c'est des trucs qu'on passe du temps à lire, c'est des choses qu'on a vues X, Y, fait que peut-être que justement, des fois, tu sais, si on veut amener plus de créativité puis peut-être pousser un peu plus, on pourrait peut-être la démontrer, cette démarche-là, par où qu'on est passé, plus en détail. Tu sais, de peut-être faire, justement, puis peut-être pas en pitch, parce que, bon, du moins de la façon que c'est en ce moment, puis peut-être oui, mais supposons pour une campagne, un client, de l'amener peut-être en mi-chemin, puis de dire, regarde, voici des pistes d'idées, sans que ça soit nécessairement tout décliné, puis tout ça, mais voici des pistes d'idées. Où est-ce qu'on se trouve par rapport à ça? Moi, je dirais peut-être nous servir notre propre médecine, c'est-à-dire prendre du temps pour se demander, nous, c'est quoi notre produit? Puis le consommateur, c'est ce produit-là qu'il veut. Es-tu prêt à payer pour ça? Si on mettait cette même énergie-là à comprendre ce que nous, on offre, puis ce que les clients veulent acheter, peut-être qu'on découvrirait des pistes de solutions vraiment intéressantes. Une des choses différentes, je pense, là, c'est le mot agent. On devrait être des agents, bien sûr, de transformation, surtout parce qu'on essaie de transformer un peu avec l'innovation, puis les tendances, puis qu'est-ce qui se passe dans le marché à nos clients. Ça, c'est extrêmement important. Un agent, c'est quelqu'un qui est vraiment déjà dans la place. Fait que je pense que c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on trouve des moyens de rentrer dans ce rôle-là le plus possible. Une des solutions pour régler un peu l'incompréhension d'une part comme d'une autre, c'est de simplement passer du temps, je pense, avec l'annonceur et vice-versa, puis d'aller se salir les mains, de se rouler les manches, d'aller voir de quoi ça a l'air chez l'annonceur et vice-versa. Je pense que juste ça, un peu de temps permet une meilleure compréhension. Oui, effectivement, je pense que si un truc que moi je changerais immédiatement, c'est la transparence puis le partage du risque, d'être vraiment main dans la main, puis d'être vraiment un partenaire, puis pas juste pour la beauté du mot, mais dans le vrai sens de partenaire. Puis pour moi, partenaire veut dire bidirectionnel. Puis je pense qu'on aurait tous à gagner, et mon client et moi, à le faire.